Les mutations juridiques ne suivent pas une nécessité intrinsèque, un mouvement organique propre. Elles résultent toujours d'insertions extérieures ou d'introductions internes d'idées étrangères ou inattendues. Exemple, le droit arménien, souvent perçu comme une synthèse naturelle de traditions locales, est en réalité le produit de multiples emprunts et adaptations, influencés par les coutumes byzantines, perses et musulmanes. Le droit ne progresse pas comme un organisme vivant, mu par une force interne inévitable. Il se transforme comme une langue par diffusion, imitation et réinvention. Ainsi, ce que l'on nomme les grandes phases du droit, de la propriété collective à la propriété individuelle, du patriarcat au matriarcat, ne sont que des reconfigurations sociales issues de circonstances historiques précises et non d'un schéma prédéterminé. L'histoire des institutions n'est pas linéaire. Elle est ponctuée de bifurcations, d'allers-retours et d'adaptations successives. Ce phénomène d'imitation est au cœur même des rapports sociaux. Ce n'est pas une hypothétique conscience collective qui structure la société, mais un enchevêtrement de relations interindividuelles, où chaque individu façonne son comportement en réponse à celui des autres. C'est dans ce mouvement d'imitation, et non dans une prétendue nécessité historique, que se trouve la clé des transformations du droit. La psychologie sociale, en tant que science des phénomènes collectifs, repose sur cette dynamique interpsychologique. Une société commence à se constituer à partir du moment où un ou plusieurs individus adoptent un même modèle dans leur façon de penser et d'agir. Des ondes d'imitation se forment alors, se diffusent et façonnent progressivement l'ensemble des institutions. C'est ce que j'ai exploré dans les lois de l'imitation, 1890, et poursuivi dans la logique sociale, 1895, montrant que le droit, à l'instar du langage et des conventions culturelles, est un phénomène mouvant, fluctuant et toujours sujet à transformation.